Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette autre édition de La Forêt de notre richesse. Donc, cette semaine, on est de retour à Saint-Raymond parce qu'on a fait quand même beaucoup d'endroits au fil de la première saison et aussi au début de notre deuxième saison. Mais là, cette fois-ci, on est ici le samedi 9 septembre en matinée pour vous présenter quelques-uns des exposants de cette dernière édition du Festival forestier La Grosse Bûche. Donc, on va se diriger dans quelques instants sur le site pour vous présenter quelques-uns des organismes et des personnes ou entreprises qui sont là et qui vont vous parler de la forêt, du bois et comment on peut le transformer. Alors, on vous revient dans quelques instants. On voit que nos deux athlètes travaillent beaucoup des jambes. La première est complétée. Et c'est important, oui, c'est deux complètes. Hey, let's go, let's go! Alors, n'oubliez pas, si c'est les deux autres qui prennent la relève, ça prend la tape dans les mains comme à la lutte pour faire le changement. Et on commence à s'essouffler un peu et c'est complété. On tape dans les mains et on est parti avec une bonne communication entre les deux athlètes. Alors là, présentement, on a Jean Ferland Bilodeau et Julien Villetaz-Robichaud en action. Alors, vous voyez justement là la bonne communication, comment se servir du Kantouk. Alors, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, on débute cette visite par l'Association forestière des Deux-Rives. Vous savez que c'est notre partenaire majeur pour l'émission La Forêt de notre richesse. D'ailleurs, il faut le mentionner, La Forêt de notre richesse, c'est un thème d'une campagne publicitaire promotionnelle de 3 ans de l'Association forestière. On entre dans la 3e année, justement. Mais dans cette campagne publicitaire-là, il y avait entre autres de faire des kiosques, de faire des présences dans les kiosques comme ça, et aussi de lancer un site qui a été lancé tout dernièrement qui s'appelle Touche du bois, qu'on vous parlera un petit peu plus tard en saison. Mais juste avant, je voudrais vous parler du kiosque comme tel de l'Association forestière. Les deux personnes qui vous accueillent, c'est Marie-Maude Rondeau et Rachel Baudouin. Juste vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire au kiosque, les kiosques que vous pouvez voir un petit peu partout sur le réseau. Donc tout d'abord, on a préparé un sentier rallye qui est sur le bord de la rivière Sainte-Anne ici, avec des questions pour les plus jeunes, questions plus simples, questions plus faciles. Il y a aussi pour les plus vieux, ceux qui se préparent à aller au cégep. Vous avez aussi une petite feuille comme ça avec les 4 écoles qui sont ici présentes. Alors, je parle ici du cégep de Sainte-Foy, Fierbourg, l'Université Laval et Duchesnay. Donc, nous, on a visité l'an passé Duchesnay et l'Université Laval. Cette année, dans le cadre de l'émission, nous allons visiter le cégep de Sainte-Foy et Fierbourg. Alors, c'est 4 institutions écolières, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau cégep, qui vont offrir des programmes justement pour la forêt. J'aimerais aussi laisser la chance à Tony, mon caméraman, de vous filmer un petit peu quelques images du kiosque, des choses que vous pouvez voir, des choses que vous pouvez vous informer. Entre autres, ce qu'on vous jase beaucoup au niveau de l'association forestière, c'est comment mesurer l'âge des arbres. Vous avez un petit outil ici qui peut le faire, comme ça. Alors voilà, c'est une espèce de petite mèche qu'on peut entrer à l'intérieur de l'arbre pour voir, pour pas trop le briser effectivement, pour voir l'âge plutôt. Sinon, vous avez, bien sûr, on coupe l'arbre et on peut voir selon les rayures quel âge il a. Là, ne demandez-moi pas quel âge a cet arbre-là, je ne peux pas vous le donner. On ira probablement aller chercher l'information dans nos prochaines visites. Ensuite de ça, vous avez beaucoup d'objets sur la table pour l'utilisation, pour comment on peut faire de la transformation maintenant. C'est très original. Entre autres, j'espère qu'on va être capable d'y aller. On n'a pas eu encore la confirmation, mais B45, on peut faire des bâtons de baseball qui sont exportés un peu partout en Amérique du Nord. Il y a des gros cogneurs, entre autres de la Ligue majeure de baseball, qui se servent des bâtons B45. Les gens des capitales aussi, l'équipe, bien sûr, de baseball à Québec. Vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez un petit bout du kiosque où on vous présente quelques essences des arbres. Et là, vous pouvez palper l'essence. Vous pouvez aussi voir si ça se plie, si ça peut se casser plus facilement que d'autres essences. Donc, ça peut vous montrer autant la douceur, la solidité, tout ça, de l'essence. Et aussi, il ne faut jamais l'oublier à chaque fois, il y a des arbres qui sont donnés ici à l'arrière. Donc, vous avez, si vous avez besoin d'un arbre, vous avez différentes essences qui sont disponibles. Et puis, c'est une des... On vous avait fait dans une émission l'année passée là-dessus. L'Association forestière, c'est une de ses tâches principales. C'est de recevoir toutes les essences d'arbres par le ministère. Et puis, on peut les redistribuer à plusieurs municipalités un peu partout au Québec.
Alors voilà, c'est un petit peu ça que vous avez ici au kiosque de l'Association forestière. Donc, si vous voyez dans un salon, dans une exposition, la F2R, ben faites un petit détour puis venez faire un petit tour, ça vaut la peine. Complètement la ligne rouge, complètement. Eh oui. Ah non, non, elle revient un petit peu. Il faut que ça passe au bord, oui. Eh, c'est parti, go, on va taper dans les mains de nos deux autres. Donc, là, on est parti sur la pitoune. Les 4 pieds avec une belle corde de pitoune. L'accordéon, on vous rappelle, pour pas que ça dépasse de plus de 3 pouces. Alors, c'est important, les deux, là, de s'enligner dans le même sens pour arriver égal et pas être obligé de tout retasser le bois. Alors, ça va très bien, on les encourage, let's go! Nos pileurs de corde de bois, on en a de toutes les grosseurs. On a décidé d'abandonner le crochet du côté d'un de nos cordeurs. Alors, on est maintenant avec M. Angelo Trépanier. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, bon, ça va très bien. Oui, alors, première des choses, pourquoi vous collectionnez des scies à chaîne? J'ai travaillé en forêt pendant plusieurs années, puis à un moment donné, j'ai trouvé 4 vieilles scies que j'ai accrochées dans ma cabane à sucre. La passion a commencé par là, puis ça fait 35 ans de ça. Et puis, vous êtes de quel endroit? Je suis de Sainte-Tech. OK, donc là, vous en avez ramassé un petit peu. Comment vous allez les chercher, ces scies-là? Quand je fais des expositions comme ici, il passe quelqu'un, j'ai une vieille scie, mon oncle a ça, il me donne des contacts comme ça, je trouve ça. Internet nous a beaucoup aidés aussi, les journaux au début, et puis sur la route, en passant chez les vieux vendeurs de scies mécaniques, on en trouve comme ça. Et puis, on en a de différents types. Si je vous demandais, là, si vous aviez 4 ou 5 préférés là, ici, on pourrait aller voir. Ici, au début... Oui, on vous suit. Ça, c'est une scie qui a été fabriquée à Montréal avant les années 50 jusqu'aux années 52-53. C'est les premières scies qu'on a vues dans nos forêts. Après la guerre, il y a plusieurs compagnies qui ont fait des scies mécaniques. Et puis après ça, au début des 50, c'était la Mécaloc qui a été populaire. Et puis après ça, en Europe, on a sorti un modèle qui est très rare ici, très difficile à trouver. C'est une Solo 2 cylindres. OK. Mais là, quand vous me parlez de cette scie-là ici, est-ce que c'est dans les premières qui ont sorti? Parce qu'avant, c'était à la hache puis au Godador. C'était à la hache, les siliciotes, mais c'est au Québec, là, c'est les premières scies qu'on a vues au Québec. Okay. Il y a eu quelques modèles aussi qui venaient de la Colombie-Britannique. Au début des années 40 aussi. On a vu un peu dans le gros bois, dans les érablières, qui avaient de très gros érables. Là. On a vu quelques vieilles scies aussi dans ce coin-là. Là. Puis quand c'est arrivé en forêt, est-ce que justement les gens étaient contents d'avoir ça ou... C'était toute une adaptation. Là. Ouais. C'était des grosses pièces, des gros moteurs. On ne connaissait pas beaucoup le mécanique. Okay. Et puis, il y avait des problèmes. Là. Ça t'arrêtait tout le temps, oui. C'était cher, des investissements aussi, des grosses scies, c'était assez cher. Mais ça s'est modernisé au début des années 50. C'est devenu plus moderne, plus fiable aussi. Ouais. Parce qu'on peut le voir ici, la scie, elle n'est pas à chaîne. C'est vraiment une lame qui est directement dans... C'est une chaîne, je peux te le montrer. C'est une chaîne. OK, la chaîne est en dessous, OK. Oui, la chaîne est complètement dans la lame. OK. Il y avait 3 grosseurs d'arcs. Il y avait des arcs qui étaient plus grands pour le plus gros bois. Oui. Puis il y avait des arcs plus petits aussi pour le bois qui est plus petit. Okay. Mais c'était limité quand même. Ça, c'était fait pour du bois de 18 pouces. OK. Mais quand même limité dans la grosseur. Il y a des bois qui étaient plus gros que ça. Ça créait des embêtements beaucoup. Mais ici, il y en a une très spéciale aussi. Là. Oui, allons-y, je vous suis. Aïe. OK. C'est assez... C'est pas dangereux? Oui, c'est un petit moteur Briggs Stratton avec un câble qui est flexible, qui est un câble d'acier, qui met du commandement. Ici, c'était l'embrayage.
Et puis, on s'installait comme ça pour débiter des arbres. Est-ce que ça prenait une autre personne qui surveillait l'autre moteur? Ou... c'était Si, ça, c'était léger, hein, dans les bras, c'était pas trop pesant. Mais là, il fallait toujours déplacer le moteur. Ouais, ben c'est Soit, ça. soit d'un bio à l'autre ou pitoune à l'autre. Hein. C'était ça qui était c'était fabriqué à Saint-Casimir, ça. Il y a eu 2 modèles, même 3 modèles. L'autre modèle, c'était le même principe de câble, puis de scie, puis le moteur est accroché sur les épaules. Ça, j'ai jamais pu me trouver ça. OK. Ça, c'est encore dans les années 50? Oui, ça a été fait de 49 à 54, 55, ça. OK. Mais là, vous me dites que c'est ça, mais ça, c'est vraiment des arbres qui sont debout, on oublie ça, là. Non, ils pouvaient abattre les arbres aussi. Hein. OK. Pour abattre les arbres, on se mettait toujours... on va s'installer comme ça. Et puis, on pouvait abattre des arbres aussi avec ça. Ça peut être dangereux. Oui, c'était dangereux. Oui, OK. sûrement très dangereux. OK. Ça veut dire que ça, c'est des. Au début, quand on a commencé, bien, il y a plusieurs qui essayaient des modèles, justement, pour voir c'est lequel qui partirait. Oui. Il y a eu beaucoup de compagnies qui ont fait des scies mécaniques à aller jusqu'aux années 75. Là. Il y a beaucoup. Après ça, ça a abandonné pour aujourd'hui avoir juste quelques compagnies qui font des scies. Je regarde votre modèle européen, il se rapproche beaucoup de nos modèles actuels. Là. Oui. Puis là, je regarde, il y en a une ici en arrière qui est un petit peu un modèle hybride entre les deux, là, je dirais, là, une combinaison du tuyau et puis du moteur. Là. Oui, ça, c'est des modèles américains. OK. La compagnie Wright, ça. Right, Puis on fait ça pendant peut-être une dizaine d'années, différents modèles, différentes versions de ça. Mais ça n'a pas été un succès. On ne pouvait pas scier par en dessous de l'arbre. Hein? Ben oui, c'est ça. Et puis, quand la lame elle arrivait au bout du ici, là, Oui. si ça touchait une bille, ben, la lame cassait. Aïe, aïe. Le brin de scie ne voulait pas sortir trop vite de l'arbre, assez vite. Fait que ça n'a pas été un succès, ça. OK. Puis le poulet en arrière? Bon, celle-là ici est assez particulière aussi. Là. C'était fait pour scier du petit bois, OK. et pas trop gros. Et puis appuyer leur bûche sur les guides qu'il y a ici. Là. OK. Et puis ça, c'était une option. Tu pouvais acheter ça avec un guide comme ça ou avec des lames. Mais ça n'a jamais fait fureur. Là. Ça, c'est-tu européen aussi ou C'est américain. c'est américain aussi? La compagnie Poulain, c'est une vieille compagnie. OK. Il y a beaucoup de compagnies, comme je disais tantôt, qui ont commencé à faire des scies mécaniques, des tronçonneuses, après la guerre. OK. Là, je regarde votre pancarte ici en arrière. Vous ramassez pas juste les scies, vous ramassez les manuels et les vieilles annonces aussi. Ouais, tout ce que regarde les scies mécaniques, les vieilles publicités, les vieilles plaques de tôle, les manuels, tout ce qui a rapport aux scies mécaniques. Là, il y a jusqu'à des boutons de manchette, tout ça d'affaires. Puis là, vous faites le tour du Québec à tous les étés. Je fais 4 ou 5 expositions chaque année. OK. Puis actuellement, on est dans un festival à Saint-Tite. Oui, ben oui. Le festival qui fait Vous êtes West. séparés en deux, là. Et puis, je me suis séparé en deux aujourd'hui parce que j'ai ouvert mon musée pour le temps du festival, les 10 jours du festival. Mais aujourd'hui, j'ai mis une pancarte fermée pour la journée pour une raison incontrôlable. Et puis, ça fait que je suis venu ici pour la journée d'aujourd'hui. J'en possède au-dessus de 500 des tronçonneuses. C'est un grand garage. Ce sont tous des tablettes, des tables, des îlots. Et puis, on peut le visiter. Actuellement, je suis ouvert pour les 10 jours du festival. Exceptionnellement, aujourd'hui, je suis ici, mais pour le restant du festival, il va être tout ouvert. Après ça, en autre temps, on peut sur appel. On peut visiter sur appel. OK. Puis on le rappelle, vous êtes à Sainte-Tech, c'est ça? Je suis à Sainte-Tech, oui. OK. Puis le numéro de téléphone, si on veut vous rejoindre? C'est le 418-289-2348. En tout cas, juste avec votre petit échantillon, on peut dire, c'est une belle visite. Je pense que les gens, s'ils sont intéressés par le sujet, peut être fort intéressant. En tout cas, ça me ferait plaisir de les faire visiter. Puis ça me fait toujours plaisir de venir faire des expositions. Je pense que c'est la 4e ou 5e fois que je viens ici exposer à Saint-Raymond. Oui, puis effectivement, on connaît le bois ici, fait que ça doit être intéressant de jaser avec les gens. Ouais, tous les gens qui sont présentés ce matin, c'est tout du monde qui ont travaillé en forêt. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on est dans un milieu forestier. Effectivement. Ben, merci beaucoup, M. Trépanier. On va vous laisser à vos visiteurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Let's go, on y va avec la deuxième.
Et on sent la pression ici. La technique du lever de la bûche. J'ai ouvert mon ex avec. On a un peu de souffle. Et on ex. Dernière et ultime épreuve, le tapis. Alors, on est maintenant dans le kiosque de Ciridion avec Éric Michaud. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Oui. Alors, ben, Ciridion, ça fait quand même quelques années qu'on a beaucoup de nouvelles, mais par l'équipe Boscus, là, on n'a pas de nouvelles de l'usine comme telle. Alors, on s'est dit, ben, on va voir où ce qu'on est rendu, parce qu'on sait que Ciridion a été très précurseur, entre autres avec une entente qu'il y a eu il y a plusieurs années avec 3 séries. Mais là, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu nous expliques maintenant avec les cartes où on est rendu là-dedans. Là. Parfait. Fait que je vais vous présenter un peu les territoires d'approvisionnement de l'usine depuis les dernières années. Ça a évolué. Fait en gros, Ciridion, depuis les dernières années, les approvisionnements ont augmenté. C'est que là, ils sont rendus un approvisionnement aujourd'hui tout près de 400 000 m3 de bois. Puis pour aller chercher cet approvisionnement-là, bien, on va aller chercher sur les territoires publics, donc les terres de la couronne, et aussi en territoire privé, donc sur les terres de Ciridion. Tantôt, tu me disais 400 000 m3 de bois par rapport à ce qui se faisait avant. C'est quoi la différence? Avant, mettons, si on recule peut-être d'une dizaine d'années, l'approvisionnement de l'usine pouvait être environ peut-être de 50 000 m3. Okay. Ça fait que depuis ce temps-là, ils ont beaucoup évolué. Puis aussi, dans les produits qui transforment à l'usine, à l'époque, mettons, depuis début 2000, on transformait surtout le feuillu dur, donc le merisier. Et aujourd'hui, on intègre dans nos opérations le résineux ici à Saint-Raymond, donc tout ce qui est épinette et sapin. Okay. Là, vous me disiez justement, vous avez beaucoup de territoires un petit peu partout. Là. Oui, c'est en plein ça. Bien, ici, on a justement les lots privés sur lesquels on fait l'approvisionnement en résineux et en feuillu dur, donc le bouleau jaune. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, on est dans le coin du rang Saint-Mathias pour accéder à ces lots-là. Oui. Puis ici, ce qu'on appelle l'entrée de la Talaillarde pour ce bloc-là ici. Fait que nos approvisionnements viennent entre autres de ces blocs-là pour la forêt privée actuellement. Vous avez un nouveau territoire qui est en haut aussi, oui? Oui, bien dernièrement, Ciridion vient de faire l'acquisition, ce qu'on appelle du fief Hubert. Fait qu'on vient de finir cette année là, de faire le bornage là, de ces territoires-là, puis de finir de faire l'inventaire, c'est-à-dire la prospection pour voir là, quel type de peuplement ou de forêt qui se trouvait sur ce territoire-là. Là, j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau territoire comme ça qui s'acquiert, il faut faire les chemins, les ponts. Comment ça fonctionne? Bien, actuellement, on est chanceux parce qu'au niveau du fief Hubert, il y avait déjà des chemins. Sauf que là, ce qu'on a fait cette année, on a commencé à faire la prospection pour connaître le territoire. C'est certain qu'il y a des accès qu'on devra améliorer au niveau des infrastructures. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus présentement. Donc, ça vous fait une bonne structure. Puis tantôt, vous me parliez aussi que vous allez prendre quelques parties de bois aussi aux États-Unis. Oui, bien c'est ça. C'est que la forêt privée serait insuffisante pour approvisionner l'usine. Fait que là, on doit compléter parce que en premier, on s'approvisionne surtout en forêt publique, bien sûr. C'est une obligation qu'on a. Fait qu'on y va avec les territoires publics. Donc, au niveau du territoire public, ça représente notre approvisionnement. Si on recule au début 2000, l'approvisionnement de Ciridion, ce qu'on était sur les CAF, les contrats d'approvisionnement d'aménagement forestier, se limitait surtout sur les unités d'aménagement 3151, 3152 principalement. OK, donc c'est à peu près au-dessus de Rivière-à-Pierre dans Batican-Nelson, c'est ça? C'est en plein ça, oui. Au-dessus de Rivière-à-Pierre, dans Batican-Nelson, la ZEC de la Rivière-Blanche aussi. OK. Puis dans la réserve faunique de Portneuf. Aujourd'hui, on couvre actuellement, là, on s'approvisionne dans la Mauricie, dans le coin de Rivière-à-Pierre encore. On va aussi dans la réserve faunique de Laurentides et on a aussi un approvisionnement dans Charlevoix. OK. Et on fait venir du bois d'une certaine qualité qui vient des États-Unis, dans le Maine, le New Hampshire, le Vermont et aussi dans la région de New York. J'imagine que c'est à cause qu'il y a un certain type de bois qu'ils ont là-bas qui est plus pratique aussi. Hein?
Bien, tout à fait. Puis aussi, bien, comme on va parler par exemple, des essences comme le chêne, tout ça, qui a une certaine qualité qu'on va chercher dans cette région-là, qu'on n'a pas dans le bassin ici. Ici, on va parler surtout du bouleau jaune là, et épinette, sapin. Tantôt, tu me parlais aussi du nombre de camions qui rentrent à l'usine. C'est assez impressionnant aussi. Bien, on prend un camion standard, là, on peut embarquer environ 30 mètres cubes de bois sur un camion standard. Fait que si on calcule avec 400 000 mètres cubes, c'est environ 130 000 camions qui peuvent rentrer à l'usine annuellement. Là. 130 000? Bien, en fait, si tu divises 400 000 par 30, là, ça te donne à peu près ce chiffre-là. Là. Fait que, sans faire d'expression québécoise, les chauffeurs de livres ne doivent pas chômer. non, bien c'est ça. Fait qu'au fond, là, ça vous donne un peu la quantité de camions qui peut rentrer annuellement à l'usine. Là. Fait que c'est un peu ça. Là. Fait que, ouais. Je trouve ça très intéressant aussi, votre kiosque, parce que c'est sûr qu'on a un atelier de mesurage de bois, tout ça pour l'âge aussi, c'est ça. Mais de l'autre côté, on vous montre les nouvelles technologies puis tout ce qu'on peut faire avec vos produits. Bien, au fond, c'est ce que j'explique quand que les gens se présentent au kiosque, c'est que de la forêt à l'usine, c'est que lorsqu'on scie la bille, elle a différentes qualités. Donc, il y a une qualité qu'on dit pâte, jusqu'à une qualité sciage, donc même déroulage. Donc, au niveau du déroulage, on peut le voir ici, là, c'est souvent pour recouvrir les meubles, pour leur donner une qualité esthétique. Ici, on a, par exemple, l'érable piqué. Et on peut y aller, quand on va, mettons, au niveau du sciage, bien, nous, on a, dans une usine qu'on appelle PG, on est en départ dans cette usine-là, puis on fait du plancher de bois franc. Fait que donc, on lui livre un produit dans ce standard-là, puis eux autres, après ça, ils finissent le produit, ils le transforment dans ces standards-là. J'imagine que c'est la même chose aussi, c'est transformé par une autre usine. Oui, c'est en plein ça. Ça peut être livré, par exemple, pour le déroulage, c'est par exemple Commonwealth Plywood. Là, on peut leur livrer un produit, nos produits, mettons, pour le boulot jaune, chez eux, puis eux autres ils font du déroulage avec ça. OK. Là, vous me parliez aussi, on voit les produits connexes comme le papier, papier de toilette, tout ça, mais maintenant, vous devez vous ouvrir à plein de nouveaux produits. Hein? Bien, c'est ça, c'est qu'au fond, bien, lorsqu'on sort ces produits-là, il y a des résidus comme, bien, justement, les copeaux, les sciures, autre chose. Fait que pour les copeaux, les sciures, bien, comme les copeaux, par exemple, on les dirige vers Kruger, Wayagamack ou Domtar, qui, eux, par exemple, vont faire des pâtes avec ça. Et la pâte qu'ils font avec ça, par exemple, vont faire soit du papier, comme on a ici, ou bien du papier hygiénique, là, dans certains cas. Ouais, puis tantôt, vous me disiez qu'on transforme maintenant pratiquement toute la forêt. Là. Dans le fond, il n'y a pas de, comment je dirais, il n'y a pas de perte. Là. Bien, de plus en plus, avec, mettons, comme l'Université Laval ou autre chose, on essaie de plus en plus de maximiser la transformation de la bille, avoir le moins possible de pertes. Ça fait que c'est pour ça que pour la bille, on essaie de voir là, à en emmener à d'autres usines, justement, pour optimiser le rendement puis trouver des nouveaux marchés, de nouvelles plateformes là, au niveau de la vente là, sur les marchés. Pour ce qui est de la biomasse, est-ce que vous avez certaines branches comme ça qui peuvent aller à la biomasse? Bien, actuellement, pour ce qui est des, comme justement les écorces, on en parlait justement, moi, de M. Deslauriers. Pour ce qui est de la biomasse, là, nous, actuellement, on dirige ces produits-là vers les usines comme, entre autres, Kruger ou Domtar, qui vont s'en servir pour chauffer le bouilloire pour, justement, leur usine. Mais il n'y a pas eu de demande de notre côté là, pour, mettons, des institutions là, comme des hôpitaux ou autre chose, là, présentement. Au coin de la table aussi, on a un drone. Alors, pourquoi un drone en forêt? Oui. Bien, là, actuellement, nous, on est en test là, pour... c'est qu'en forêt privée, présentement, on est en train de faire des évaluations pour cartographier là, la récolte qu'on fait. On fait des évaluations là, au niveau des travaux. Puis c'est parce que actuellement, il y avait pas de... tout le temps des photos disponibles à jour. Ouais. Fait que le drone nous permet d'aller chercher une certaine qualité d'information, entre autres sur les lots privés. Ça fait que c'est pour ça que là, on est en essai là, avec un appareil comme ça. Puis j'imagine, des années plus tard, ça vous permet de voir la régénérescence, comment elle fonctionne aussi? Oui, bien, on va aller chercher, on est capable d'aller voir au niveau de la... Mettons, quand on fait une récolte, qu'est-ce qu'on laisse sur le parterre de coupe, c'est-à-dire les arbres qui sont déjà là, voir si ça a été récolté correctement. Aussi, s'il y a eu des perturbations au niveau du sol. Et en même temps, dans le futur, si la régénération qui devait être installée, c'est-à-dire les arbres qu'on veut, sont présents,
Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on peut intervenir puis agir pour que justement soit reboisé pour donner une chance là, à la nature. Là. En terminant, j'aimerais vous laisser peut-être une question futuriste. L'industrie forestière s'est beaucoup transformée, entre autres avec le nouveau régime forestier, tout ça. Et là, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que vous pensez justement que là, on est parti pour de bon vers des nouveaux produits, nouvelles technologies, tout ça? Je vous dirais, c'est pas toujours facile parce que, comme on peut voir actuellement avec, mettons, les changements de la présidence ou les changements de gouvernement, on est toujours dans l'instabilité. Pour les règlements, oui. Que ce soit au niveau de la réglementation, ça fait qu'on travaille beaucoup. Ce qu'on essaie de développer, c'est qu'il faut que les usines soient opportunistes. Comme là, voyez-vous, nous, au niveau de Céridion, ils ont investi beaucoup au niveau de l'usine pour intégrer de nouveaux produits, que ce soit au niveau du résineux. Ils font des partenariats, justement, pour essayer de transformer le plus possible les produits. Fait que je pense que c'est là qu'on peut être capable de passer à travers les crises. Mais à part ça, deviner l'avenir, c'est impossible, là. Mais je pourrais dire, je ne peux pas deviner qu'est-ce qui peut se passer pour le futur. Parce qu'ici, à l'époque, comme je vous disais, on était 16 usines dans la région de Saint-Raymond, il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, il en reste tout près de 2 ou 3 usines. Là. Puis c'est toutes les questions économiques qui font que ça devient difficile. Là. Mais reste que les chiffres que vous m'avez dit tantôt par rapport à Céridion, c'est encourageant. Oui. Je pense que le travail qui a été fait par l'équipe de la direction là-bas, là, Jean-François Dion et Sébastien, ont permis de garder l'usine en place. Puis la vision qu'ils ont eue aussi, ça a permis. De faire une expansion comme ça. Là. Tout à fait, oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que... Un gros merci, c'était bien intéressant. Puis c'est le fun d'avoir des nouvelles de cette usine-là qu'on a juste à côté de chez nous, mais qui est en expansion. Bien, merci beaucoup. Merci.